Élise Guerrero, Université McGill, on fait ça en français? Oui. Bien, chouette. Si on a, alors, j'ai lu ta bio. Si je voulais faire la liste de tout ce que tu as fait depuis le secondaire et le cégep, ça serait long et compliqué, mais en fait, tu es tous azimuts. Tu es une personne investie. Depuis toujours, cette envie d'être de tous les combats, de tous les projets? Oui, ben j'ai toujours eu de la difficulté à choisir. C'est quelque chose que les personnes qui me connaissent bien savent, mais c'est pas un défaut du tout. Puis souvent, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel sera ton métier, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande. Mais en vérité, on n'a pas besoin de choisir. Puis il y a une très très grande beauté puis une grande force à être capable d'avoir une vision d'ensemble de plein d'enjeux, puis de rassembler ces enjeux-là pour créer des choses qui sont plus holistiques, parce que dans beaucoup de milieux, on travaille en silo. C'est rendu quelque chose dont on parle beaucoup, de travailler en silo. Ben. Bien, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a toujours cette volonté de mettre des étiquettes et de dire cette personne a fait ça, celle-ci a fait ça. Or, quand on a une vision horizontale des choses et plusieurs centres d'intérêt, c'est comme si on dit non, c'est pas possible. Or, tu refuses d'être mise dans un silo. Ben oui, puis c'est quelque chose aussi que j'avais écrit, mais en lequel je crois beaucoup, c'est que non seulement c'est important l'interdisciplinarité, c'est-à-dire de toucher à différentes disciplines, mais c'est important la transdisciplinarité, donc d'intégrer les différentes disciplines, parce que c'est en les intégrant qu'on crée quelque chose de nouveau. Puis une citation, bon, je ne vais pas la citer exactement comme il faut, là, mais l'idée va être là quand même, de l'autrice Robin Wall Kimmerer, c'est que en pollinisant différentes sortes de fleurs, on est capable d'avoir une fleur tout à fait nouvelle, puis encore, ben, tout aussi jolie que les autres, puis importante pour la biodiversité, bien entendu. Bien entendu, parce que le développement durable fait partie, c'est à la clé une des choses qui t'intéresse. Je fais le détour. Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, à un moment donné, tu t'es intéressé aux munitions chimiques submergées? Et où trouve-t-on des munitions chimiques submergées? Vraiment intéressant. Ben là, il me faudrait une petite conférence de 2h30. Alors, nous avons 40 secondes. C'est ici que tu mets à profit ton sens de la synthèse. Oui, absolument. En fait, des munitions chimiques submergées, il y en a à peu près partout dans le monde. Il y en a même dans le Saint-Laurent, dans les Grands Lacs. Il y en a beaucoup dans la mer Baltique. En fait, après les guerres mondiales, il y avait un énorme stock de munitions chimiques non utilisées par les pays, notamment le Canada, qui était, fun fact, pas fun du tout, le plus grand producteur de gaz moutarde au monde. Donc là, les pays... fameux gaz moutarde de la Première Guerre mondiale. Absolument. C'est nous, ça. Fun fact, en effet. C'est pas fun. Dreadful fact. Oui. Fait qu'après les 2 guerres mondiales, les pays se retrouvent avec toutes ces munitions chimiques, puis ne savent pas quoi en faire. Fait que, quelle bonne idée, on va juste mettre tout ça dans l'eau et absolument rien faire d'autre. Donc, on découvre cet héritage maintenant, puis on se demande quoi faire. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont faites à ce sujet, à savoir quels sont les impacts justement sur la biodiversité, puis dans la chaîne trophique jusqu'à l'humain. Mais avant que tu dises que ça prendrait 2h30 pour nous expliquer ce que sont ces munitions submergées, la question était, qu'est-ce qui fait que dans ta vie, ça t'a démangé de t'intéresser à ça un jour? Ben, c'est une des particularités de la neurodiversité, de s'intéresser à des choses un peu étranges, puis intéressantes quand même. Mais néanmoins préoccupantes. Merci, bravo pour le parcours absolument exceptionnel.